Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On va s'intéresser aujourd'hui à un nom qui dépasse largement le cadre d'une marque commerciale. Brandt, c'est plus de 100 ans d'histoire industrielle, un savoir-faire français reconnu, des sites de production ancrés dans les territoires, des milliers de familles concernées. Hier comme aujourd'hui, Brandt, c'est aussi une entreprise dont plusieurs produits sont certifiés Origine France Garantie, symbole d'une production encore bien réelle sur notre sol à l'heure où la réindustrialisation est au cœur du débat public. Mais Brandt traverse aujourd'hui l'une des crises les plus graves de son histoire. Le célèbre fabricant français d'électroménager a été liquidé le jeudi 11 décembre. Avec lui, il emporte 4 marques, Brandt, Vedette, Sauter et De Dietrich. Donc, liquidation judiciaire, incertitude sur l'avenir des sites, choc social pour les salariés, incompréhension bien évidemment, sentiment de gâchis industriel dans les territoires concernés. Le syndicat CGT avait appelé à la population à se mobiliser hier pour les salariés du groupe. 2 manifestations ont été organisées à Orléans et à Gien. Et face à cela, une tentative singulière a émergé, un projet de reprise en scope porté par les salariés eux-mêmes, soutenu par des industriels engagés, des intellectuels, des élus locaux et fait rare par l'État et les collectivités territoriales. Mais le projet n'a pas été retenu. Quelle industrie voulons-nous pour la France ? Une industrie délocalisable ou une industrie enracinée, souveraine, construite avec celles et ceux qui produisent ? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Sud Radio C'est ça la France. Et avec nous en studio à Sud Radio, le directeur des marques du groupe Brandt, Mauricio Del Puerto. Bonjour Mauricio. Bonjour. Alors avant d'évoquer le combat pour des salariés de Brandt pour maintenir l'outil industriel en France, votre appel à la solidarité industrielle française, revenons sur l'histoire de la marque Brandt, qui est souvent donc présentée comme le dernier grand fabricant français de gros électroménagers. Cette marque, elle a été fondée en 1924 par Edgar Brandt, donc un industriel français qui était spécialisé dans la ferronnerie d'art, l'armement léger, puis après il y a eu un virage stratégique vers l'électroménager. Vraiment, les moments de gloire, c'était les années 60. Pour c'était les années 60. Enfin, ça a commencé à partir des années 50. Et surtout, quand on voit l'histoire de la marque, c'était la démocratisation et la généralisation de l'électroménager en France. Voilà, donc la marque, elle proposait des produits accessible. C'est surtout ça, c'est l'accessibilité au grand public de la nouvelle technologie, des lave-linges, des réfrigérateurs pour mieux conserver, des cuisinières pour mieux cuisiner. Et une marque un groupe qui a su innover. La pyrolyse, qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui, le nettoyage automatique des fours, c'est Brandt. L'induction également. Oui, en fait, là aujourd'hui, on s'est dit on va nettoyer un four. D'ailleurs, on s'est dit combien ça coûte. Les gens se posent la question, ça coûte rien de nettoyer un four à pyrolyse. Et quand vous allez dans d'autres pays du monde, vous avez encore des marques concurrentes qui font de la pyrolyse et tout ça, ça a été inventé dans notre usine d'Orléans. La recherche et développement à Orléans a été, dans les années 70, essentiellement des fours pyrolyse et ensuite, dans les années 90, l'induction. Les premières tables d'induction au monde sont sorties de notre usine sous les marques Sauter et De Dietrich. Donc c'était vraiment des technologies de rupture à l'époque. Mais bien évidemment, vous imaginez commencer à cuisiner, c'était un peu Star Trek à l'origine, parce que vous mettez une casserole, il n'y a absolument pas de feu, vous pouvez mettre la main, ça ne chauffe pas, et malgré cela, vous pouvez cuisiner au degré près. Et ça, c'était une révolution qui a pris du temps, bien évidemment, mais qui aujourd'hui s'est généralisée aussi dans le monde entier. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien les enjeux, Brandt, c'est vraiment une rupture majeure ce qui se passe dans l'histoire industrielle de la France. Ça ne marque pas, c'est pas juste lié à la fermeture des 2 sites de production. On a l'usine de Saint-Jean de la Ruelle près d'Orléans, Absolument. Celle de Vendôme. Oui. Mais il y a aussi le symbole, l'arrêt définitif d'une grande industrie dans l'électroménager, le gros électroménager. Cette liquidation, elle va mettre un terme brutal à plus d'un siècle d'histoire manufacturière, laissant sur le carreau près de 700 salariés directs, environ 350, je crois, du côté d'Orléans, qui est un des sites les plus importants. Ça a vraiment été vécu comme un choc. Qu'est-ce qui a flanché ? À quel moment Brandt a été fragilisé ? Comment en est-on arrivé là ?
Bon, il y a plusieurs paramètres. On ne peut pas blâmer un seul acteur. Il y a plusieurs. Je pense qu'il y a déjà une crise, c'est la conjoncture qui fait que depuis quelques années, on entend parler du taux d'intérêt qui remontait, du fait que les foyers ne déménageaient pas. En fait, il y a eu une crise immobilière qui est très importante. Et c'est quand on déménage ou quand on aménage que c'est là où on achète le plus gros de l'électroménager. Ensuite, ça peut aussi faire du renouvellement et quand un appareil tombe en panne. Mais les appareils tombent en panne de moins en moins. Ils sont de plus en plus réparables. D'ailleurs, c'était un de nos engagements quand on vendait un produit Origine France garantie, fabriqué dans nos usines. On luttait contre l'obsolescence programmée. Absolument. Et on conservait 20 ans des pièces détachées pour pouvoir réparer les appareils. Donc, on ne va pas dire non plus que la crise est due parce que les gens ne réparent pas. Ce n'est pas vrai. Il y a eu tout de même de la vente de l'électroménager, mais moins quand même. Et donc la France a été impactée et il faut savoir que 70% de notre chiffre d'affaires dépend de la France. Donc la France a été impactée en termes d'immobilier, notre chiffre d'affaires a été aussi impacté. J'imagine, la concurrence mondiale qui a accéléré. C'est le deuxième facteur, ça va être la concurrence mondiale, et notamment la concurrence turque et la concurrence chinoise. Il y a une particularité sur les marchés français, c'est une exception française, c'est que 40% du marché de l'électroménager, c'est fait sur marque blanche. Qu'est-ce que j'ai dit? Une marque blanche, c'est une marque distributeur. Et les distributeurs ne se fournissent pas ni en France, ni dans les pays limitrophes de l'Europe. Ils vont se fournir essentiellement en Turquie et en Chine, proposant des prix vraiment très, très, très forts. Et en ces moments, et là, s'il y a un autre facteur, les consommateurs qui cherchent le pouvoir d'achat et qui se disent, je vais tout de même aller acheter un produit un peu moins cher, parce que j'ai besoin de cette solde d'argent, acheter quelque chose d'autre. Donc les facteurs immobiliers, les facteurs distributeurs, les facteurs des produits chinois qui arrivent et qui sont subventionnés et qui subventionnent et qui soutiennent les achats par des marchés. C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent avec des gros moyens marketing, ce qui fait que nous, on ne peut pas faire face à un moment donné. Non, parce qu'il faut continuer à innover. Mais si on n'innove plus, on perd du terrain. Et puis il y a aussi eu, Brandt s'est retrouvé sous différents girons, italiens, espagnols. Désormais, elle appartient à un groupe algérien qui est très puissant. Donc, ça aussi, est-ce que ça fragilise pas la stratégie sur le long terme? Alors, l'innovation, attention, on a continué à innover. Il y a pas plus tard qu'un mois, j'étais convié à l'Élysée pour présenter notre dernière table d'induction de la marque de Dietrich, qui, je peux vous dire, il n'y a pas un seul concurrent qui égale une table mondiale, qui égale la technologie qu'on a présentée. Donc, en termes d'innovation, que ce soit pour les marques du groupe, et notamment celles qui portent l'innovation, c'est la marque de Dietrich, on a sorti une nouvelle collection, mais véritablement à la pointe de la technologie en ce qui concerne la cuisson automatique, que ce soit sur les tables d'induction et les fours. Donc, certes, il faut continuer à faire de la recherche et développement, certes, il faut continuer à faire de l'innovation, mais aujourd'hui, les produits qui arrivent à prix cassé, ce sont des produits ultra basiques. Il n'y a absolument pas du tout. En fait, c'est l'innovation qu'on connaît déjà et qu'on sait déjà très bien faire. C'est juste qu'on ne sait pas les faire à ces prix-là. Voilà. Alors après, pour bien expliquer à nos auditeurs, ces marques ne vont pas disparaître. C'est juste qu'elles risquent d'être délocalisées. Alors oui, les marques ne disparaîtront pas, elles existeront toujours, mais sous autre forme. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout de même des gens qui vont être intéressés par acheter les marques et qui pourraient être un groupe étranger. Ouais. Et dans ces cas-là, en fait, ils vont fabriquer dans un autre pays, mettre la marque de Dietrich et les vendre en France, bien évidemment. Ça peut être aussi un groupe français qui achète les marques et qui font de la licence par la suite. Il y a plein de possibilités. En tout cas, une marque qui était extrêmement... Enfin, les marques du groupe, comme vous les avez citées, et notamment Sauter de Dietrich, Brandt et un petit peu de Vedette aussi, étaient intrinsèquement liées à la fabrication française. Donc, ça va perdre un petit peu de son sens lorsqu'on va aller acheter un produit de Dietrich ou Brandt et que ça sera made in autre pays. Ouais. Voilà. Alors, il y a eu un projet de reprise en scope qui a été proposé par les salariés eux-mêmes, qui n'a pas convaincu. Pourtant, l'État était derrière, la région, la métropole d'Orléans, ils étaient prêts à investir des millions. Malheureusement, les banques privées n'ont pas suivi également. Est-ce que ce projet Scope, pourtant, on a eu des modèles qui ont fonctionné. Duralex, il n'y a pas très longtemps, les fameux verres Duralex, ou encore Bergère de France. Oui. Alors...
C'était pas pareil. Alors, ouais. le projet n'était pas porté uniquement par les salariés. C'était porté par un groupe qui s'appelle Revive. On en entend beaucoup parler d'eux. C'était sous une scope. Alors, si vous voulez comparer une scope avec une autre scope, celle du Ralex, ils sont bien plus petits qu'une scope comme celle. C'est pas les mêmes enjeux. Ouais. Pas du tout. Enfin, je ne sais pas. Les enjeux peuvent être des tailles pour les deux groupes. C'est en fonction de la taille du groupe par la suite. Mais il y avait une partie qui était celle de constituer les scopes, autre partie c'était les capitaux et autre partie c'était l'expérience industrielle de la personne qui portait le projet. Donc à partir de ces moments-là, les juges ils sont déterminés qu'il n'y avait pas d'un côté une expérience industrielle de la personne qui portait le projet, que la scope en tant que telle était peut-être pas viable comme elle était présentée. Peut-être, enfin, je n'étais pas le jour de la sentence, mais voilà comment, voilà en tout cas. En tout cas, ça n'a pas été retenu. Ça n'était pas retenu. Et puis après, les capitaux privés, oui, enfin, il y en avait un peu, mais. Et pas assez. Il n'y est peut-être pas assez parce que peut-être que le projet n'avait pas convaincu. Enfin, voilà. Mais alors, est-ce que vous gardez espoir? Quelles sont les autres pistes possibles pour le groupe Brandt? Alors là, aujourd'hui, c'est très tôt. La piste, maintenant, c'est la liquidation. Donc, ça va partir. Hein. Maintenant, il faut trouver des projets. Il faut trouver des projets industriels. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on dit. Aussi, moi, j'ai des projets. Tout le monde a des projets en ce moment. Vous en parliez aussi tout à l'heure de l'agglomération d'Orléans. Le maire d'Orléans, M. Brouard, il est très actif sur la matière. Ah oui, il était très furieux. Hein. Il a pris la parole, il a dénoncé effectivement le fait de faire partir un fleuron de l'industrie française à l'étranger. C'est vrai que c'est une perte d'emploi énorme pour le territoire. Tout à fait, c'est significatif. Moi, je suis ici en train de me battre encore. Alors voilà, j'appelle encore une fois la solidarité industrielle française. Qu'est-ce qu'on sait faire? Il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous savez faire dans votre usine? Alors, par quoi ça s'est traduit cette solidarité industrielle? On sait faire tout ce qui concerne le métal. On sait travailler très bien le métal avec l'embouteillage. Il y a des presses. Il y a les maillages, il y a du montage, que ce soit électromécanique. Donc on sait faire, on a un savoir-faire qui est incroyable dans notre usine et qu'on peut bien évidemment mettre à disposition d'autres industriels. C'est ça, c'est montrer un petit peu tous les savoir-faire qui existent sur le territoire, tout ce qu'on est capable de faire pour espérer avoir un repreneur ou bien d'autres entreprises qui pourraient faire appel à vos savoir-faire. Tout à fait. Et alors aujourd'hui, pour l'instant, pas beaucoup de retours. Vous avez quelques petites pistes. J'ai quelques petites pistes, mais non, il n'y a pas de retour. Aujourd'hui, il n'y a rien. On ne peut pas donner de l'espoir à quelque chose que pour le moment, on n'a pas. On analyse des possibilités. Oui, vous analysez des possibilités parce que c'est vrai que l'impact humain, territorial, pour les salariés, pour les familles, pour l'écosystème industriel, il est terrible. L'impact, il est terrible. On avait fait un calcul, enfin, surtout que ça a paru dans la presse. L'impact, c'est 1 pour 3. Un employé qui est touché dans une usine, c'est 3 personnes qui sont impactées dans sa ville ou dans ses alentours. Une personne qui travaille dans un foyer, en fait, il y a forcément dans les foyers, il va avoir un impact. J'ai regardé aussi ce qui s'était passé à Vendôme, par exemple, où les commerçants des proximités de l'usine disaient, pour nous, c'est un impact énorme. Donc, véritablement, ce n'est pas uniquement l'impact du salarié qui est dans notre usine, sinon que c'est un impact général. Puis alors, au-delà de Brandt, qu'est-ce que ça dit de la politique industrielle française face à des grands groupes comme Brandt en difficulté, mais encore productifs? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a tout de même quelque chose à tenir compte, c'est le consommateur. Hein, parce que là, on parle beaucoup de l'industrialisation du pays. L'industrie, elle est importante. C'est sûr qu'il va falloir que le gouvernement travaille autrement, parce que sinon, on ne va jamais être compétitif sur certains segments de l'industrialisation dont on parle. Mais les consommateurs, il faut qu'ils prennent aussi un petit peu ses responsabilités. Sans pour autant être moralisateur, à un moment donné, il faut c'est dire qu'est-ce qu'il existe un produit made in France que je pourrais acheter peut-être en comparant à un autre produit au moment de l'achat. Et moi, je vous dis, il y a deux idées que là, je propose au gouvernement. La première idée, c'est de mettre une mention légale. Vous avez depuis des années, vous voyez dans les publicités que vous devez manger 5 fruits et légumes par jour. Que quand on achète une voiture, il faut privilégier la marche et les mobilités douces. En fait, quand on fait une publicité, et ça, c'est véritablement de la communication pure, quand on fait de la communication sur un produit, mettre une mention légale lors de vos achats, privilégier un produit
fabriqué en France. C'est très simple. Lors de vos achats, privilégiez un produit de fabrication française. C'est extrêmement simple, ce n'est pas moralisateur. Quand on peut le faire, faites-le. Parce que c'est très simple. Si on tend ça à l'infini, ce qui nous est arrivé sur les groupes Brandt, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, on sera tous au chômage. Tous. Et on va devenir une main-d'œuvre très bon marché. Et donc, dans ces cas-là, les Chinois vont se dire, tiens, quelle est la main-d'œuvre la mieux marché dans le monde? C'est la France. Donc, on va venir produire en France à 500 €, 7 jours sur 7, sans possibilité de vacances. Et sans sécurité sociale et sans des modèles sociaux qui est si cher pour les Français. Et donc, dans ces cas-là, pour les Français qui veulent autant ces modèles français, modèles sociaux français, il faut les soutenir aussi. Et comment on les soutient? Tout simplement en achetant des produits qui sont fabriqués en France. Il y a une deuxième idée. C'est de créer un indice. L'indice de la fabrication française, ça n'existe pas. Et en tout cas, si ça existe, un ce n'est indice pas... de la fabrication française. Oui. Ça serait quoi la différence par rapport au label qui existe déjà? Alors, l'indice, c'est l'indice qui va nous dire chaque mois quelle est la part des tickets, quelle est la part des produits made in France qui ont été achetés par les Français. Dès le moment que vous commencez à le mesurer, alors ça peut être compliqué, où tout le monde va me dire, mais est-ce qu'un poireau, est-ce qu'une carotte, est-ce qu'un produit industriel, qu'est-ce qu'on met là-dedans, etc. En fait, il faut le déterminer. C'est une sorte de panier, un panier consommateur dans lequel on s'est dit, ok, quelle part de ces paniers-là est fabriquée en France? Je peux vous dire qu'on va être tous très surpris de la réalité. En fait, nous rendre conscients des choses, nous conscientiser, et ça revient à ce que de nombreux acteurs du Made in France ne cessent de répéter, nos achats sont nos emplois. Absolument. Et c'est nos achats, c'est nos emplois. Et en achetant, comme je les vois à la télé, il y a beaucoup de personnes qui disent je privilégie mon pouvoir d'achat et donc j'achète des produits à l'étranger. En fait, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis pour l'avenir, que ce soit pour la retraite comme que ce soit pour les bénéfices sociaux de ces pays. Merci beaucoup Mauricio Del Puerto. Je rappelle que vous êtes le directeur du groupe Brandt, de la marque Brandt. Merci pour votre témoignage et puis j'espère que ces idées, ces échanges réguliers sur les différentes antennes pour essayer de trouver des solutions parleront et feront écho. J'espère que certains prendront conscience de l'importance de soutenir tous ces groupes industriels sur le territoire français qui font vivre ces territoires. Merci encore pour votre témoignage. Merci beaucoup et vive les fabricants en France. Vous avez bien raison de le rappeler. On va se quitter un court instant puis on se retrouve juste après avec Thibaut, notre French Trotter. Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et il est temps d'aller se balader comme chaque semaine avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Thibaut qui est allé se balader pour nous dans un célèbre marché aux portes de Paris. C'est bien ça Thibaut? Et c'est bien ça Nathalie. À l'heure des marchés de Noël, je vous propose d'en découvrir un qui vit toute l'année, le marché Vernaison au cœur des Puces de Saint-Ouen. Un lieu centenaire où l'on trouve de tout, de la poignée de porte au secrétaire Louis XVI. C'est là que j'ai rencontré Adrien, un jeune brocanteur passionné, spécialisé dans les arts de la table et les ustensiles de cuisine. Il possède 2 boutiques qui se font face et dans lesquelles il propose des objets chargés d'histoire. Et je lui ai d'abord demandé d'où il venait cette passion pour les objets anciens. C'est une transmission familiale. C'était les parents qui étaient chineurs eux-mêmes, et collectionneurs eux-mêmes, et notamment dans les arts de la table précisément, et alors plutôt spécialisés dans la faïencerie, donc ce qu'on va appeler les arts populaires, pas tellement dans les arts de haut de gamme. Et donc on a un peu repris ce flambeau-là avec ma compagne, et du coup c'est ce que vous trouvez dans la boutique d'en face. Et puis celle-ci où il y a les ustensiles de cuisine, ça c'est venu petit à petit avec les arts de la table. On a eu envie effectivement, je pense que moi effectivement les objets en cuivre me plaisaient, donc on a trouvé des beaux objets en cuivre comme cette belle turbotière, ce qui est assez rare. Justement, est-ce qu'on peut décrire cette turbotière? Alors une turbotière, qu'est-ce que c'est? C'est C'est pour cuisiner le turbo. Le turbo, c'est un poisson très fin, très délicat, très bon, et puis qui a une forme un peu en losange. Et du coup, faut faire cuire ce poisson qui est si bon, et il a fallu lui fabriquer une casserole sur mesure, presque, j'ai envie de dire, donc la turbotière, qui se décompose. Il y a un socle, un couvercle, et puis à l'intérieur, il y a un panier, à trous pour pouvoir faire cuire le poisson.
Et donc ça, c'est plutôt un objet qu'on trouvait dans les grands restaurants, c'est pas tellement un objet qu'on trouvait dans les familles. À côté de ça, vous allez trouver des casseroles, en cuivre, qui elles, c'était des choses qu'on pouvait trouver un peu chez tout le monde. On est en période de Noël, c'est la saison des grands repas de fête. Est-ce que vos clients cherchent des objets, des ustensiles particuliers en ce moment ? Ce qu'on va chercher, alors s'il va y avoir le service de Noël, on a envie de présenter, à Noël on a envie de présenter le repas, donc dans des belles assiettes. Aujourd'hui j'ai vendu des beaux verres par exemple, voilà, on a envie d'accompagner ce moment par des jolis éléments dans lesquels vont être mis la nourriture. J'ai par exemple un service, ça c'est assez rare, en porcelaine, doré à l'or fin, voilà, qui est quand même composé de 60 pièces, c'est pas un très très grand service, mais c'est déjà un service conséquent. Et ça peut être le genre de choses qu'on peut avoir envie d'avoir à Noël. Mais après, j'ai aussi des gens, aujourd'hui j'en ai vu, qui sont venus composer en fait un service un peu bariolé, en prenant des assiettes à l'unité, mais qui tout ensemble formaient quand même quelque chose d'homogène, un ensemble, et puis qui vont faire Noël dans une thématique plutôt bleue. Chacun à la taille de son appartement fera le Noël qu'il pourra. Voilà une belle idée, les chiner sur le marché, une belle vaisselle pour Noël, made in France bien sûr. Mais j'ai une question, où Adrien va-t-il sourcer tous ces objets ? Bonne question. Comme il va nous l'expliquer, il arpente nos belles régions de France à la recherche de ces casseroles en cuivre ou de ces assiettes en attente d'une seconde vie. On va chiner en fait, alors là vraiment selon les spécialités ça va être très différent. Il y a ceux qui vont chiner en salle des ventes, il y a ceux qui vont chiner ici. Dans le secteur, qui s'éloignent pas beaucoup de Paris. Il y a ceux qui traversent toute la France et il y a ceux qui vont dans toute l'Europe. Donc il y a vraiment plein de catégories. En ce qui me concerne, moi je vais être plutôt à les chiner dans la campagne française. Donc voilà, je fais un peu de l'import de campagne vers la ville. Et voilà, et là j'arpente alors beaucoup la campagne de l'Ouest parce que j'ai des points d'attache qui me permettent d'y dormir, c'est plus simple, dans la vallée de la Loire, des choses comme ça, mais après il va y avoir aussi dans le sud de la France, dans le nord, je vais même un peu en Belgique parfois, voilà. Ce sont des rencontres à chaque fois, j'imagine. Oui, tout à fait. Moi, je vais chiner beaucoup chez des brocanteurs. Et puis, sinon, dans les événements, les foires qu'il va y avoir sur 2 jours, 1 jour, quelque part en France. Et sinon, j'ai rencontré des marchands petit à petit à qui j'ai fait des connaissances et puis qui m'envoient des fois, qui me disent « Tiens, regarde, j'ai ça, je te mets ça de côté, etc. » Et si on veut retrouver alors justement les boutiques d'Adrien, Thibaut ? Il faut arpenter la ligne numéro 8 du marché Vernaison où vous verrez plein d'autres marchands, plein d'autres brocanteurs et des objets vraiment fascinants. De toute façon, vous avez été tellement passionnés que la semaine prochaine, vous allez nous faire découvrir d'autres petits trésors. Oui, et puis on parlera plus en détail de l'histoire de ce marché Vernaison qui a une vraie histoire pour le coup. Merci beaucoup Thibaut, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous chers auditeurs, on vous souhaite un bon réveillon à tous. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.